Une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est bien connu. De la même façon, vous ne connaîtrez votre printemps financier que lorsque vous aurez compris qu'il faut multiplier ses sources de revenus. Une étude a récemment prouvé que 65% des millionnaires à travers le monde ont au moins 3 sources de revenus. Au moins, c'est le strict minimum. Alors, quelles sont les différentes sources de revenus que l'on peut avoir, que l'on peut créer au fil du temps pour espérer atteindre un jour l'indépendance financière? Nous allons en parler tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors aujourd'hui on va parler des sources de revenus, des différentes sources de revenus que l'on peut avoir. Évidemment il y en a des tonnes et des tonnes, mais on va en citer quelques-unes, on va en citer 7 principalement. Et voir un peu comment progressivement on peut les mettre en place si on aspire à l'indépendance financière. Je vous invite, avant de plonger dans le vif du sujet, à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de suivre d'autres contenus que je partage quasi quotidiennement sur cette chaîne où on parle d'éducation financière, de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset. Bref, de tous ces sujets-là qui permettent à chacun de rêver, d'oser et de créer, donc de révéler son propre potentiel, d'en prendre conscience d'abord, et surtout de pouvoir l'exploiter au maximum. Alors, les sources de revenus. Évidemment, on a tendance à penser que seules les personnes qui ont beaucoup d'argent peuvent créer des sources de revenus, différentes sources de revenus. J'avais une conversation avec des amis il y a quelques jours qui justement défendaient un peu cette thèse selon laquelle, ben oui, il faut déjà avoir de l'argent pour investir. Et je leur ai donné mon point de vue qui n'est pas le même. Je pense qu'il faut se donner une certaine discipline dès le départ. Même quand on a des revenus assez modestes, il faut se donner la discipline d'investir. Il faut se donner déjà la discipline de chercher à comprendre comment est-ce que les autres font pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc avec des petits revenus, on peut déjà faire des petits investissements et surtout se donner des objectifs. Quand tu sais que tu as pour objectif d'acheter telle ou telle chose ou de mettre de l'argent dans tel ou tel domaine, lorsque tu gagnes cet argent, lorsque tu fais un deal un jour par exemple, ou que tu as une promotion, que tu as un meilleur salaire, tu ne te mets pas à réfléchir à ce que tu vas faire avec l'argent. Parce que l'argent en fait a une particularité, c'est qu'il n'attend pas, il ne dort pas, c'est une énergie. L'argent circule et l'argent est fait pour circuler. Si vous n'avez pas déjà prévu ce que vous ferez avec les rentrées d'argent que vous aurez, eh bien ces rentrées d'argent serviront à des choses qui seront peut-être pas utiles pour votre évolution personnelle. Donc voilà, dès que quelqu'un va vous demander de l'argent pour quelque chose, vous allez le dépenser, ou alors il y aura des dépenses. Je dis pas qu'il faut pas aider les gens, ça n'a rien à voir, mais c'est-à-dire qu'il faut déjà prioriser son évolution. Vous allez faire des dépenses entre guillemets inutiles parfois aussi, puisque l'argent est là, vous serez tenté peut-être de dépenser dans du divertissement un peu à outrance ou dans des plaisirs, ce que j'appelle les plaisirs matériels, et ça va vous éloigner de votre objectif. Donc, dès le départ, il faut avoir un objectif. Comme je le disais, il y a une étude qui a prouvé que la moyenne des millionnaires a au moins 3 revenus. Moyenne des millionnaires, cette étude a été faite pour les personnes qui travaillent en dollars, donc pour des environnements différents. Mais je crois que c'est transposable, je ne crois pas, je suis certain que c'est transposable sur n'importe quelle partie du globe, et que tous ceux qui atteignent un certain niveau financier, qui ont une certaine aisance ou en tout cas indépendance financière, sont des personnes qui ont différentes sources de revenus. C'est très important de le comprendre et de se battre pour développer son propre système, son propre écosystème financier. Alors, vous pouvez être salarié, entrepreneur, peu importe. Ceci est valable pour tout le monde. Ce n'est pas typique d'une catégorie socio-professionnelle. C'est presque un axiome, je dirais. On pourrait résumer ça par une phrase qui serait un peu du type « pour devenir riche, vous devez avoir plusieurs sources de revenus ». La première source de revenus, c'est le revenu récurrent. Ça peut être un salaire pour quelqu'un qui travaille, qui sait que tous les mois, il a telle somme qui tombe.
Je sais qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat ici, qu'on encourage les gens à aller vers l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de gens qui sont salariés et ça ne doit pas, on ne doit pas les exclure. Donc il faut savoir que c'est un avantage aussi d'avoir un salaire si on sait l'utiliser et si on sait ne pas se cramponner uniquement à ce travail. Donc un revenu récurrent vous permet de gérer par exemple vos différentes charges courantes sans avoir de pression. Quand bien même vous ne seriez pas salarié, c'est important d'avoir des revenus récurrents. Ça peut être par exemple des honoraires. Si vous êtes consultant, vous avez des honoraires que vous touchez de façon plus ou moins régulière, même si vous n'avez pas d'émission tous les mois. Vous savez que peut-être sur une année, vous avez en moyenne X ou Y missions et que vous arrivez à toucher, allez, 100 francs par exemple. 100 francs vous divisez par 12, donc ça va vous faire un peu moins de 10 francs, dans les 9 francs. Et là, vous considérez ça un peu comme un revenu médian que vous pouvez aligner sur une mensualité. D'accord? C'est important. Ça vous permet aussi de faire des projections. Et cherchez de toute façon, quelle que soit votre fonction, votre occupation, à développer des revenus récurrents. C'est pour ça que je ne parle pas de salaire uniquement, j'appelle ça des revenus récurrents. C'est très important. Le deuxième type de source de revenus dont on peut parler, c'est tout ce qui prend de la valeur, tous les biens, tous les actifs qui prennent de la valeur et qu'on peut donc revendre. Quand on parle d'actifs qui prennent de la valeur, celui qui vient à l'esprit tout de suite et qui parle à tout le monde, c'est l'immobilier. Si vous achetez par exemple un terrain, que ce soit un bien, je veux dire bâti ou non bâti, quand c'est de l'immobilier, généralement, ça prend de la valeur dans le temps. Sauf cas exceptionnel, si votre pays ou le lieu où se trouve le bien se retrouve être une zone de guerre à un moment donné, ou pour une raison ou une autre, c'est un lieu qui est déserté ou qui n'est plus plébiscité, où le développement ne s'ancre plus, à ce moment-là, évidemment, le bien va perdre de la valeur. Mais c'est assez rare. De façon générale, les biens prennent de la valeur, les biens immobiliers prennent de la valeur. Et ça vous permet à ce moment de pouvoir les revendre, ce que font beaucoup de gens, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une source de revenus qui est non négligeable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des terrains, qui attendent quelques années. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans nos pays et en Afrique francophone. C'est une bonne chose, mais je voudrais vous inviter à la vigilance. Cherchez à acheter des terrains sécurisés, vraiment sécurisés. Selon les pays, les critères de sécurisation sont différents. D'accord? Donc, vous voulez acheter un terrain dans un environnement X, que ce soit votre pays ou un autre, cherchez à savoir quels sont les documents qui sécurisent à 100% cette parcelle, ce terrain, ce bien. Et faites en sorte de ne choisir que des biens comme ça, pour éviter de vous retrouver dans les tourbillons judiciaires. D'accord? Avec toutes les tribulations qu'il y a autour, j'ai vu beaucoup de gens galérer dans ce genre d'histoire, perdre de l'argent, esquinter leur santé, c'est terrible. Donc l'immobilier c'est bien, mais acheter des terrains sécurisés et ça vous permet après de les revendre, des biens immobiliers, je dirais pas que des terrains, des biens immobiliers. Il n'y a pas que l'immobilier, on peut citer certains cas qui sont plus rares, je veux juste attirer votre attention là-dessus parce que ce sont des choses qui ne nous viennent pas souvent à l'esprit. Les voitures par exemple sont des passifs. Une voiture n'est pas un actif, n'est-ce pas? Puisqu'une voiture, quand tu l'achètes, dès qu'elle sort d'usine, même si elle est neuve, elle a déjà perdu de la valeur. Si tu veux la revendre le même jour, une fois qu'elle est sortie d'usine, tu ne retrouveras pas ton argent dans son intégralité. Bon, donc une voiture perd de la valeur chaque seconde, chaque jour. Mais une voiture peut devenir un actif si c'est une voiture de collection, par exemple. Donc, il y a des gens qui aiment les gros cylindrés, en tout cas les belles voitures, parfois les voitures d'époque, etc. Et qui, lorsqu'ils en ont les moyens, achètent des voitures qui vont prendre de la valeur. Ça, ce sont des marchés aussi que nous devons apprendre à connaître, ne serait-ce que les règles générales de ces marchés-là. Parce que si un jour vous avez une opportunité, si on vous lègue par exemple une voiture qui est une ancienne voiture et que vous n'en connaissez pas la valeur, vous allez la brader alors que vous pourriez la garder, peut-être après faire 2-3 petites réparations et la revendre bien plus cher sur certains salons ou en tout cas à des collectionneurs. Moi je connais des gens qui ont racheté des 504 ou des 505 à des prix fous. Je parle de Peugeot 504, 505 en Europe. Des gens qui ont racheté ça en Europe à des prix fous mais qui les ont rachetés à des propriétaires qui étaient en Afrique. Donc c'est à vous de chercher à comprendre comment ça fonctionne. C'est comme un tableau. Si vous allez dans le domaine de l'art, les gens achètent des tableaux, il y a des collectionneurs qui le font par passion, mais pas que. Ils savent aussi que c'est une manière, pas d'immobiliser l'argent, mais d'investir l'argent. Parce que si ce sont des tableaux de maîtres ou en tout cas d'artistes
qui sont en vogue ou qui vont prendre de la valeur. Parce que sur ces marchés, il y a des spécialistes aussi qui vont vous dire quels sont les artistes sur lesquels vous pouvez miser. Il y a toujours une part de risque. Évidemment, qui ne risque rien à rien. Donc, vous pouvez également aller vers l'art. Ça peut être des artistes qui sont très peu connus aujourd'hui, mais qui vont monter et dont les œuvres vont vertigineusement prendre de la valeur. Donc voilà, l'immobilier, c'est l'évidence. Après, comme j'ai dit, ça peut être dans l'art, ça peut être dans l'automobile, ça peut être dans la joaillerie. Il y a des montres qui sont des montres qui prennent du prix. Lorsque certaines personnes achètent des Xiaomi, des Rolex, pour parler des marques connues, mais il y en a plein d'autres, des Tag Heuer et tout ça, il y en a qui prennent de la valeur. Il y a des modèles qui prennent de la valeur parce qu'il y a des collectionneurs. Donc sur tous les marchés où il y a des collectionneurs, il faut savoir qu'il y a du business qu'on peut faire. Vous pouvez revendre plus cher. Il y a des gens qui revendent des timbres extrêmement chers. Ça a l'air fou, hein. Donc, apprenons à comprendre notre monde et comment il fonctionne. C'est ce que je voulais vous dire pour ce point numéro 2. Ça concerne, je récapitule, hein, tous les actifs qui peuvent prendre de la valeur à un moment ou à un autre. Le troisième type de source de revenus que je voudrais évoquer, ce sont les revenus locatifs. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Les revenus locatifs, ce sont des revenus en or, je dirais. Parce qu'une fois que vous avez construit, c'est des revenus passifs, n'est-ce pas? On va parler de revenus passifs dans une vidéo il y a quelques jours. Ce sont des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui sont générés sans vous demander beaucoup de travail. Initialement, vous mettez beaucoup d'efforts parce qu'il faut construire. Il faut chercher des locataires, ça c'est pas le plus dur. Mais une fois qu'ils sont dedans, qu'ils sont installés, vous n'avez plus grand-chose à faire. Vous percevez vos loyers, vous gérez les quelques déconvenus qu'il peut y avoir, et soit vous gérez vous-même, soit vous trouvez une agence de gestion immobilière qui va se charger de ça, de collecter les loyers, de faire les réparations, etc. Et là, vous êtes encore plus tranquille. Et votre argent rentre. Évidemment, il y a également des périodes où il y aura de l'inoccupation entre un locataire qui part et un autre qui rentre. Mais franchement, sur la durée, c'est un investissement ou un placement en or. Donc, pour ceux qui peuvent, à un moment donné, le faire, quelles que soient les zones, même dans les zones qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense tout de suite, il y a toujours des gens qui ont besoin de logement. À partir du moment où ce sont des zones habitées ou qui vont être habitées ou très fréquentées, c'est là que le pouvoir de l'information est important. Si vous apprenez que dans la ville X, Y, Z, il y aura tel type d'infrastructure, dans 5 ans, vous achetez des terrains quand vous pouvez, ou même un seul, et progressivement, vous faites quelques petits appartements dessus. Ça peut être, comme on dit, entrée couchée. Ça peut être une chambre, un salon. Ça peut être 2 chambres, 3 chambres. Vous aurez forcément, si vous adaptez les logements que vous construisez à la population et au pouvoir d'achat de la zone, vous aurez toujours des locataires. Les gens ont besoin de se loger. Ça, c'est basique. Donc ça, c'est le troisième type de source de revenus. Ensuite, quatrième, très intéressant et très important, les dividendes. Les dividendes, ce sont ces revenus-là que vous percevez lorsque vous avez des actions dans une entreprise. Il faut déjà comprendre ce que c'est. Il y aura d'autres vidéos pour détailler ça. Mais globalement, vous achetez des parts dans une entreprise, c'est-à-dire que quelqu'un a un business qui vaut 100 francs ou il veut lancer un business qui vaut 100 francs. Je vais vraiment simplifier, hein, ce que je dis est très caricatural. Vous avez 20 francs à investir, vous êtes intéressé par le projet, donc vous aurez 20%. Je dis que je caricature, il y a beaucoup d'autres critères normalement pour définir tout ça. Ben, restons là-dessus. Donc vous mettez 20 francs sur les 100 francs, vous avez 20%. En fonction des bénéfices qui seront réalisés, vous toucherez 20% à chaque fois. C'est-à-dire que si une année donnée, cette entreprise, ce business-là génère 25 francs, eh ben, vous aurez 5 francs. 5 francs correspondant donc aux 20% de 25 francs. Donc, c'est ça les dividendes. Vous pouvez investir dans des entreprises autour de vous si vous y croyez, si vous êtes véritablement motivé ou intéressé par l'idée qui est développée. Mais c'est toujours risqué. On est d'accord. Alors, si vous voulez essayer d'amoindrir un peu les risques, vous pouvez investir en bourse. Là encore, il faut se former pour investir en bourse. Formez-vous, il y a des vidéos, il y a des formations. Mais si vous n'avez pas le temps ou vous ne voulez pas vous former, passez par des sociétés de gestion
et d'intermédiation, ce qu'on appelle les SGI, qui ont le rôle, ce rôle-là en fait de vous conseiller. Vous arrivez, vous dites, écoutez, moi j'ai 50 000. Encore une fois, n'attendez pas d'avoir des millions, des millions et des millions, des millions ou des milliards pour le faire. Vous n'en avez pas besoin, on peut commencer tout doucement et ça vous donne une discipline donnée. Donc vous pouvez venir avec 50 000 ou 100 000 francs et dire, voilà, moi je voudrais acheter quelques actions, qu'est-ce que vous me conseillez? Ils vous diront, ok, ben investissez, je sais pas moi, investissez dans Onatel, Burkina Faso, investissez dans Orange, dans tel pays, investissez dans BOA ou dans UBA, dans tel pays, puisque ce sont les grosses entreprises de nos environnements, de nos pays, qui sont cotées sur le marché boursier. D'accord? Elles sont cotées, ça veut dire que elles sont en bourse et elles peuvent collecter de l'épargne publique. L'épargne publique, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent que X ou Y peut investir dans une entreprise qui remplit les conditions et qui est donc en bourse, qui a eu un agrément pour être en bourse. Je simplifie vraiment les choses. Donc, si vous passez par des sociétés de ce genre, donc les SGI, ça limite les tracasseries, tout ce qui peut être formation et tout ça. Évidemment, ces sociétés se rémunèrent, donc vous allez leur payer quelque chose. Mais elles vont investir votre argent et elles vont vous conseiller. Elles ont des spécialistes qui travaillent pour elles, donc ça devrait être plus ou moins intéressant. Après, la bourse, hein, vous savez, on gagne, on perd, mais sur la durée, si vous êtes quand même bien conseillé ou si vous vous formez vous-même sur la durée, donc sur le long terme, vous sortirez gagnant puisque les dividendes, vous allez les toucher. Vous allez les toucher. Chaque année, vous toucherez des dividendes. Et vos actions, ce qu'on pourrait appeler le capital, vos actions restent. Si vous avez acheté des actions pour 100 francs, vous touchez les dividendes chaque année, mais les 100 francs sont là. Maintenant, peut-être que ces 100 francs-là vaudront plus tard 20 francs, 30 francs, 80 francs ou 150 francs en fonction de la valeur que l'entreprise aura à un instant T. Donc, c'est important d'investir dans les dividendes, qu'il s'agisse de sociétés de son entourage, de son environnement, pardon, ou alors de sociétés boursières, de grosses entreprises. Il faut juste prendre l'habitude de le faire. C'est très, très, très important. Ensuite, il y a un cinquième élément qu'on peut évoquer, c'est tout ce qui est achat-vente. Achat-revente. C'est ce que j'appelle faire du business. Ce qui pour moi est différent de l'entrepreneuriat. Ça aussi, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Quand tu fais du business, tu n'apportes aucune innovation particulière. C'est-à-dire que tu as une opportunité, tu la saisis et puis ça passe. C'est ponctuel. Donc les gens qui gagnent de l'argent sont des personnes qui sont à l'affût des opportunités. Et si à un moment donné, elles ont l'impression qu'une activité peut leur rapporter de l'argent de façon en one shot, comme on dit, de façon ponctuelle, ben, elles vont le faire. Moi, il y a quelques années, j'avais trouvé un filon pour acheter des roll-up. Et j'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté beaucoup, en Chine notamment. Et après, je les ai revendus. Je pense que la marge était de l'ordre de plus de 100%. Et quand je parle de marge, c'est après avoir intégré le coût d'achat, évidemment, le transport, la douane, etc. Bon, j'avais pas de frais de stockage parce que j'avais un endroit où je pouvais les stocker. Mais globalement, même s'il y avait eu des frais de stockage, ça aurait été minime, quoi. Donc au final, ça a été un bon business, ponctuel, parce que moi, j'avais pas pour ambition de me lancer dans la revente de roll-up de façon continue sur la durée, de créer une société qui pourrait faire ça. Non, ça a été une opportunité, je l'ai saisie. Et ça, c'est important. Quand on a plusieurs sources de revenus, il faut savoir que on doit être à l'affût aussi. Et si à un moment, vous avez une opportunité, vous voyez que vous pouvez acheter un produit, par exemple les denrées alimentaires, je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui attendent les périodes où ils peuvent acheter du piment, du soja ou des choses de ce genre, qui stockent et qui revendent quelques temps après. D'accord? C'est de la spéculation. Dans ce cas-là, par exemple, c'est pas que de l'achat-revente, c'est de la spéculation. Mais c'est ça, ça fait partie des sources de revenus qu'on peut développer et qui mettent toujours du beurre dans les épinards. Ensuite, numéro 6, les royalties. Alors, les royalties, c'est très important. On n'en parle pas assez et je voudrais vous inviter à vous documenter sur le sujet, à chercher à comprendre. Les royalties, ce sont ces recettes que génère une invention, quelque chose que vous créez. Ça peut être une idée, ça peut être un procédé, ça peut être une œuvre artistique ou littéraire, pour ne citer que ça. Il y a plein d'autres cas. Donc globalement, si vous inventez un nouveau type de bouteille, par exemple, et que vous brevetez, vous déposez cette invention, c'est une invention, vous la déposez, d'accord?
en Afrique, en tout cas francophone, je sais que c'est à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc renseignez-vous dans vos pays, vous déposez votre invention. S'il y a des personnes qui utilisent votre invention, vous allez toucher quelque chose sur chaque vente. Si par exemple cette nouvelle bouteille, cette nouvelle forme de bouteille, ou ce nouveau matériau, ce nouveau type de béton que vous avez réussi à inventer, vous le brevetez, et que des entreprises ou des particuliers utilisent votre invention, vous touchez de l'argent. Donc si je prends votre bouteille, moi, pour vendre du jus d'ananas, par exemple, ben, vous toucherez quelque chose parce que je vais utiliser votre brevet. Je n'ai pas le droit d'utiliser cette invention gratuitement. Vous comprenez? Alors, imaginez les personnes qui ont créé, qui ont déposé les brevets, par exemple, pour les mines de stylos. Ça a l'air d'être banal, hein? Mais ces gens-là gagnent énormément d'argent. Évidemment, tout ça est limité dans le temps. La musique, c'est également un cas probant. Lorsque quelqu'un enregistre une œuvre, l'auteur, le compositeur, l'interprète, toutes ces personnes touchent des droits, donc des royalties, et touchent pendant longtemps. Donc les œuvres artistiques et littéraires, que ce soit un livre, une chanson, elles ont une limite dans le temps. D'accord? Je sais plus, ça varie selon les pays, mais pour exemple, il y a des pays où c'est 70 ans après la mort de l'auteur que l'œuvre tombe dans le domaine public, c'est-à-dire que tout le monde peut l'exploiter. Donc pendant ces 70 ans-là, après la mort, c'est-à-dire que vous écrivez par exemple un bouquin, vous touchez vos royalties pendant toute votre vie, et à la fin, lorsque vous partez, ben vos ayants droit, les héritiers à qui vous avez donc légué ces droits-là, ce sont des droits patrimoniaux, hein, eux, ils vont toucher de l'argent sur toutes les ventes pendant encore 70 ans. Je dis bien que la durée varie selon les pays, mais en tout cas, c'est le même principe partout. Vous imaginez un peu? Donc, quand vous prenez le cas de quelqu'un comme Bob Marley, imaginez comment est-ce que sa descendance en a profité pendant longtemps. Donc c'est également un investissement, c'est pour vous, mais c'est également pour votre progéniture. Donc les royalties, c'est ça, c'est tout ce que vous pouvez inventer, créer, qui va être utilisé par les autres et qui va vous générer de l'argent au fur et à mesure. Il faut y penser, il faut le faire. C'est super important. Les personnes qui gagnent le plus d'argent ont généralement toujours des revenus générés par les royalties. Ça manque pas, quoi. Ça manque pas. Voilà. Donc la créativité, c'est quelque chose qui est très prisé. Pour finir, je vous parlerai d'une septième source de revenus, un septième type, c'est tout ce qui est prêt. Alors, lorsque vous déposez votre argent, vous mettez votre argent à la disposition d'une autre personne et que ça peut lui rapporter plus d'argent, c'est ce qu'on appelle un prêt. Dans nos environnements, on parle beaucoup de DAT, dépôt à terme. Donc les gens qui ont une certaine surface financière, ils peuvent déposer à partir de certains montants, hein. Je pense que les banques exigent un minimum de montants. Quelqu'un qui dépose par exemple 20 millions à la banque et qui va attendre, qui va s'engager à ne pas toucher à ces 20 millions pendant 10 ans, mais il va toucher un intérêt tous les ans de XXX. Donc ça déjà c'est un prêt, vous avez prêté de l'argent à la banque qui elle aussi ira investir ailleurs. Vous pouvez également faire des prêts à des particuliers si c'est encadré, attention si c'est encadré, sinon vous allez prendre des risques inutiles, c'est-à-dire que si vous êtes dans une microfinance ou vous en montez une ou quelque chose de ce genre, vous prêtez de l'argent à des gens qui vous remboursent avec intérêt. Et je sais que les personnes riches sont très friandes de ce type de business parce que c'est un business entre guillemets facile. Lorsque toutes les conditions sont réunies pour sécuriser un peu l'activité et que vous avez un agrément pour monter une microfinance par exemple, ou pour être actionnaire dedans, généralement ça fonctionne bien parce que l'argent tout le monde en a besoin. Donc tous ceux qui prêtent de l'argent sont plus ou moins sûrs d'avoir des clients sans faire de la publicité et de récupérer de l'argent avec des intérêts. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est 7 types de sources de revenus qu'on peut développer. Il y en a beaucoup d'autres. On aura le temps de rentrer un peu plus dans le détail pour certaines que j'ai évoquées et de parler d'autres sources de revenus. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo et surtout partagez-la autour de vous. Ça peut être très utile pour les uns et pour les autres. C'est en s'éduquant, en se parlant, en se documentant que l'on se tire les uns et les autres vers le haut. Très 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 important. Et je laisse en description différents liens pour que vous puissiez découvrir mes ouvrages pour ceux qui ont envie de les acquérir. Mon album de développement personnel qui est un album de musique urbaine où les thèmes traités sont des termes de développement personnel. Et également qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon site web, il y a également le lien pour ceux qui auraient besoin d'assistance ou de conseils pour un projet business
ou pour du coaching de façon générale, que ce soit coaching de vie ou business coaching, je laisse également un lien. Vous pourrez booker 1 heure de consulting directement sur mon site. Donc voilà. N'hésitez pas à partager, à laisser vos commentaires, à échanger si vous avez des expériences avec ces sources de revenus là, heureuses ou malheureuses, ou si vous avez des idées, des choses à apporter en plus. Faites-le savoir, c'est ensemble qu'on se construit. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.